Bienvenue, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Alsace 20, Via Vosges, Via Mirabel et Canal 32. Nous vous proposons aujourd'hui une édition spéciale de Business, spéciale dans son contenu comme dans sa forme. Vous le savez, le Grand Est est particulièrement touché par l'épidémie de Covid-19 et les entreprises comme leurs salariés essaient de s'adapter au confinement entre télétravail et chômage partiel ou en assurant une continuité de service avec dévouement et solidarité. Des dispositifs économiques ont été rapidement mis en place, notamment par la région, pour accompagner les entreprises dans cette période difficile, également pour les aider à préparer la reprise qu'on espère tous prochaine. Alors comment les entreprises vivent-elles cette crise? De quelles aides peuvent-elles bénéficier? Comment envisagent-elles la sortie du confinement? Nous allons tenter de répondre à ces questions au travers de témoignages, de reportages et de conseils. Le mois dernier, quelques jours seulement avant le confinement, nous étions à Troyes, dans l'Aube, pour vous faire découvrir Festilight, une PME de 100 personnes spécialisée dans les illuminations et les décorations événementielles. Didier Maroyer, son président, évoquait déjà d'éventuelles dispositions en cas de fermeture des écoles. Nous lui avons demandé un mois plus tard comment avait évolué la situation pour son entreprise. Depuis notre dernière rencontre, il s'est passé un tas de choses, des choses qu'on pressentait mais qu'on n'imaginait pas, en tout cas dans la portée actuelle. Il a fallu très vite organiser les choses ou plutôt désorganiser les choses pour pouvoir fonctionner du mieux possible et puis surtout prendre toutes les mesures pour essayer de préparer l'avenir et de sauvegarder l'entreprise. Donc la première des décisions a été de jouer sur les aspects sécurité, bien entendu, avec un certain nombre de nos collaborateurs, un grand nombre de nos collaborateurs qui sont partis soit s'occuper de leurs enfants, comme on en avait parlé à l'époque, soit pour certains ont été mis en chômage et on a eu à peu près jusqu'à 70 personnes qui ont été mis comme ça sur une procédure assez spéciale. Et puis, depuis, on essaie d'organiser les choses, de parer au plus pressé, de faire avec ce que l'on peut faire, ce qui n'est pas évident puisque on a pas mal de choses à gérer, des arrivées de containers qui se préparent, de la logistique à faire, un bilan à arrêter au 31 mars, qui est attendu par tout le monde, nous bien sûr et nos banquiers. Et puis, il a fallu organiser les choses aussi pour préparer l'avenir et trouver les financements nécessaires pour la suite de notre fonctionnement. S'adapter, c'est évidemment l'impératif dans tous les secteurs d'activité. Certains sont à l'arrêt, d'autres ont basculé en télétravail, d'autres enfin continuent leur activité presque normalement. C'est le cas de la distribution, un maillon de la chaîne alimentaire. Comment s'adapte la distribution? Voici l'exemple début avril d'un supermarché à Gérardmer dans les Vosges avec ce reportage signé Hélène Leplat pour Via Vosges. Dès l'arrivée sur le point de vente, on a mis en place des principes pour protéger tout le monde. Nos chariots sont désaffectés 2 fois par jour, complètement. Et ensuite, on met à disposition de nos clients des lingettes à l'accueil du magasin. Le ton est donné. Dans ce supermarché de Gérardmer, les 2 gérants du magasin font face depuis 3 semaines à la situation de mise en confinement des Français. Ils doivent s'organiser chaque jour pour accueillir dans les meilleures conditions les clients, mais aussi leur personnel. Les mesures de protection sanitaire sont essentielles. On a mis des gestes en place simples pour nos clients et pour notre personnel pour protéger tout le monde. Du parking à l'entrée du magasin et dans tout le magasin, on a mis un affichage partout. Tous les jours, on fait des rappels auprès de notre personnel sur les gestes barrières. Et les premières concernées sont les hôtesses de caisse qui ont un protocole à respecter tous les jours. Dans un premier temps, on a eu l'installation de barrières. Après, on a eu les scotch pour mettre les distances de sécurité de 1 mètre entre chaque client. Après, on a eu aussi des désinfectants plus puissants, donc pour permettre de nettoyer encore plus les caisses. On se désinfecte les mains entre chaque client et on désinfecte les TPE, les caisses, régulièrement, les chariots, tout ça. Chaque espace du supermarché doit être nettoyé plusieurs fois par jour et chaque employé doit le spécifier. Tout ce qui est informatique, les rayons trad, les balances, les poignées de porte,
Ce magasin a dû aussi affronter l'afflux de clients la première semaine de confinement, ce qui a occasionné des ruptures sur certains produits, une situation qui est désormais revenue à peu près à la normale. Là, on a une petite difficulté sur la farine, où on a une référence qui change chaque jour, mais sinon on a un approvisionnement régulier de notre point de vente. Et là, plus que jamais, on a invité, quand il y a eu notamment l'annonce de la fermeture des marchés, on a invité tous les producteurs qui avaient des difficultés pour écouler leur stock de venir chez nous. Et dans la mesure du possible, on leur rachète leurs marchandises pour les couler chez nous. Voilà, c'est vraiment c'est des démarches toutes simples. Quand on peut le faire, il faut le faire. Oui, Jean Rotner, le président de la région Grand Est, a d'ailleurs demandé aux enseignes de la grande distribution de privilégier les produits de l'agriculture française et évidemment locale. Jean Rotner, qui disait également il y a un mois que la santé économique des entreprises du Grand Est était au cœur des préoccupations de la région. Eh bien, depuis, en relation notamment avec l'État et BPI France, la région a mis en place un ensemble de dispositifs économiques pour accompagner les entreprises impactées. Pour faire le point, nous avons interrogé le 8 avril Lila Mérabet, vice-présidente de la région, Arnaud Amabil de la Direct Grand Est et Bernard Niquez, directeur du réseau Est de BPI France. Arnaud Amabil, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé il y a 2 jours, le 6 avril, que 544 000 entreprises françaises avaient demandé un chômage partiel pour leurs salariés, ce qui représente à peu près 5 800 000 salariés, soit un quart des salariés du privé. Qu'en est-il de la situation dans la région Grand Est ? Alors, la situation en Grand Est est en effet à peu près similaire. On a aujourd'hui, à date du 6 avril, 47 000 entreprises qui ont fait une demande d'activité partielle sur la plateforme en ligne. Une demande qui concerne aujourd'hui 460 000 salariés, donc environ un peu plus d'un quart des salariés du privé de la région Grand Est, avec quelques secteurs touchés particulièrement, donc l'industrie manufacturière, le commerce, la restauration et également tout le secteur des transports et de la construction. Initialement, on voyait des départements un peu plus touchés, notamment le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, du fait que l'épidémie y a commencé plus tôt. Aujourd'hui, on se rend compte que le poids des demandes représente à peu près le poids économique des différents départements, donc répartis de façon assez homogène dans toute la région. Lila Mérabet, la région n'a pas attendu que la crise se développe. Dès le début, elle a pris des dispositions pour aider, accompagner les entreprises pour passer cette passe difficile. Est-ce que vous pourriez rappeler peut-être les principaux dispositifs qui ont été mis en place et quel type d'entreprise ils concernent ? Alors, en réalité, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs situations, et la région a déployé à la fois ses outils propres, mais elle a aussi et surtout souhaité coopérer. Et je pense que c'est le terme le plus important, c'est que les dirigeants vont pouvoir être orientés vers le meilleur outil à travers 2 numéros verts très importants, que sont ceux de la CCI et ceux de la CMA, pour que tout dirigeant puisse avoir la réponse à l'ensemble de ces questions. C'est une démarche que nous avons validée avec l'État et nous en sommes très heureux. Ça, c'est le point important, c'est qu'il n'y aura pas de perdition en ligne. Le dirigeant sera extrêmement bien orienté et aura une même type de réponse. Il y a plusieurs cas de figure. Un premier cas de figure qui est éventuellement pour les indépendants, les auto-entrepreneurs, les libéraux, qui vont pouvoir, eux, bénéficier d'une aide qui est celle du Fonds de solidarité nationale auquel contribuent les régions, mais qui est une initiative de l'État. Et là, j'invite chacun à aller voir sur le site de l'État des impôts, impôts.gouv.fr, où vous trouverez l'ensemble des éléments. Ensuite, pour les entreprises en tant que telles, il y a effectivement une démarche qui est en lien avec la BPI, que je laisserai peut-être développer tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une entreprise doit impérativement engager le dialogue avec sa banque, que l'ensemble de ses prêts vont être garantis à 90% grâce à l'État. Et ensuite, la région a mis en place un programme qui s'appelle le prêt rebond, qui est lui sans garantie, qui est un complément du premier prêt de la banque et qui est opéré par la BPI. Donc le mieux, c'est de parler avec sa banque. La banque va engager le prêt garanti et va compléter les besoins avec la BPI qui opère dans tous les cas l'ensemble des outils que la région a souhaité mettre en place. Et puis par ailleurs, parce qu'on peut, et on le lit beaucoup sur les réseaux sociaux, que certains cas ne répondent à rien.
et ne peuvent pas avoir le fonds de l'État, ne peuvent pas avoir une réponse de la banque. Et donc, nous avons mis en place un fonds qui s'appelle Résistance. Et ce fonds Résistance, parce que nous sommes une région malheureusement historiquement qui a toujours su résister, et on démontre une fois de plus notre volontarisme à résister et à passer cette crise. Et donc ce fonds Résistance, il est porté par la région. Nous sommes très heureux parce que la Banque des Territoires, l'ensemble des communes et tous les départements du Grand Est contribuent financièrement pour arriver à un montant de 40 millions d'euros. Et il suffit de se rapprocher de son agglomération ou de sa ville pour pouvoir bénéficier de cette aide qui est entre 5 et 10 000 euros pour une entreprise et 30 000 euros pour une association. Merci. On va passer à Bernard Niquez. Quel est le rôle de la BPI dans la mise en place de tous ces outils ou de leur facilitation? Le premier rôle de la BPI France il y a un mois, ça a été surtout de réagir et de commencer en articulation avec la région à mettre à disposition un numéro vert, un national, mais qu'on a activé très vite en test, permettant d'accueillir déjà toutes les demandes des chefs d'entreprise qui étaient pris par surprise. Et avec une orientation, c'est rassurer. Voilà, c'est la première chose. Et rassurer, c'est important. Il y a un dispositif public au sens très très large, de la région jusqu'à l'Europe, un dispositif public qui est en train de se mettre en place pour que la trésorerie ne manque pas, puisque la principale mission, la principale réaction que l'on doit avoir vis-à-vis des entreprises, c'est qu'elles puissent passer la période en cash. Lila Merabed, vous parliez de résistance tout à l'heure avec ce fonds de 44 millions d'euros. La résistance s'appelle aussi le combat. C'est aussi pour aider à la reprise et au fait que les entreprises puissent bénéficier très rapidement de la reprise lorsque ça va reprendre. On espère que ça va reprendre vite. Alors effectivement, il y a plusieurs éléments. Si on reprend ce que vient de dire la BPI, le premier sujet est vraiment parfaitement en lien avec tous les services de l'État, c'est de passer la crise. C'est pour ça qu'on appelle ça résistance et qu'on dit souvent Grand Est résiste. Nous avons permis d'injecter à peu près 260 millions d'euros pour passer la crise auprès des entreprises, avec l'ensemble des effets leviers que nous permet la BPI. Nous préparons avec les dirigeants sur le même modèle qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à distance, la sortie progressive du confinement, notamment pour les collaborateurs. Et donc, nous préparons à la fois la capacité à retourner travailler, même pendant la période de confinement. Et puis, bien évidemment, personne ne sait ce que sera, entre guillemets, le monde de demain, mais il est bien évident que notre économie sera demain totalement différente de celle d'aujourd'hui. Et c'est dès maintenant que nous intégrons à la fois tous les atouts du numérique et la préoccupation également de l'économie verte dans la nouvelle stratégie que nous allons devoir présenter dès les semaines qui viennent. Et dans tous les cas, la proposition qui est faite par le président Jean Rottner, c'est que la feuille de route stratégique va être co-construite avec les acteurs et qu'elle sera mise en place dès la sortie du confinement, c'est-à-dire que nous la voterons pendant le confinement. Lila Merabed vient d'évoquer les actions de la région pour favoriser la reprise économique. Et bien justement, comment les entreprises envisagent-elles cette reprise en fonction du contexte et de leur situation actuelle? C'est la question que nous avons posée à 3 chefs d'entreprise du Grand Est. Je vous propose d'écouter d'abord Amandine Lavaux, gérante de Style PC, une PME de 10 personnes basée à Metz. Alors, Style PC, c'est l'entreprise SOS Micro 57 qui a été créée en 2009, qui a changé de nom il y a 2 ans pour s'étendre plus largement. Nous travaillons sur toute la Lorraine et le Luxembourg, vers les TPE, PME, petites et moyennes collectivités, également les grands comptes. On fait de la maintenance informatique, tout ce qui va être vente de matériel, et on est hébergeur. On a notre propre data center qui est basé à Nord-Walveneur et au Luxembourg. Aujourd'hui, nous, l'activité, les 15 derniers jours ont été très calmes, hormis la mise en place du télétravail. Tout ce qui était en contrat, tout ce qui était en devis a été suspendu. Depuis 2-3 jours, on voit une reprise où les gens se posent la question et commencent à redemander des dates de livraison, des dates de devis, des dates de possibilité d'installation. En parallèle, donc, on a dû mettre une partie de nos salariés en activité partielle, parce qu'il y a des postes, malheureusement, que je ne pouvais pas transposer en télétravail, suivant le type d'activité. Le reste a été mis en télétravail. Donc, la sortie de crise se prépare avec ces gens. Donc, on a mis plusieurs choses. Il y a un plan de com qui est en train d'être mis en place avec notre chargé de communication pour qu'il soit actif dès la sortie de crise, que ça soit dans une semaine, 15 jours, un mois, peu importe la date. On sera prêt pour derrière communiquer à la fois sur on est toujours là, on est présent pour vous soutenir. On l'a été pendant la période de la crise, on le sera à la sortie toujours.
aussi sur les aides qui existent, c'est-à-dire donc ce qu'on a déployé pendant la période du confinement pour le télétravail. Si derrière, il y a des gens encore malades ou des gens qui doivent rester en télétravail, on continuera à les épauler. C'est pas ça s'arrête parce qu'on est sorti du confinement. Nous, l'idée, c'est on ne s'arrête pas pendant le confinement, on continue à travailler pour qu'à la sortie du confinement, on puisse repartir 2 fois plus fort. L'année 2020 a très bien débuté dans notre activité et nous, l'idée, c'est qu'à la sortie de cette période un peu parenthèse, on s'est mis un peu en sommeil, on repart beaucoup plus fort. On reste dans la région de Metz où sont implantés depuis 1935 les laboratoires Lenning qui élaborent notamment des préparations pharmaceutiques à partir de principes actifs des plantes, des produits vendus aujourd'hui partout dans le monde. Nous avons discuté de la situation avec Stéphane Lenning, le président de l'entreprise. Alors nous vivons la situation de manière bien évidemment particulière, hein, probablement comme beaucoup de Français et l'entreprise aussi. Et nos équipes sont ici dans les ateliers et les sites de production pour continuer à fabriquer. C'est pour nous un vrai challenge hein, de pouvoir monter des plans de continuité dans cette situation. Nous avons bien évidemment mis en œuvre de nombreuses règles sanitaires, d'hygiène, de distanciation pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble de nos collaborateurs soient dans des situations pérennes, dans une situation où ils se sentent en bonnes conditions pour travailler. Alors, concernant la reprise de nos activités, bien évidemment, nous sommes après 3 semaines de confinement, toujours dans une situation où on navigue au jour le jour. C'est-à-dire que bien évidemment nous continuons à soutenir nos clients. Nous avons par exemple doublé nos délais de paiement à destination de nos clients officinaux les plus fidèles, puisque ce sont des PME pour la plupart d'entre elles. Et on a bien compris que la situation actuelle pèse énormément sur les trésoreries, sur les activités de toutes ces entreprises dont l'activité est très très impactée aujourd'hui. Donc la reprise, nous l'espérons la plus rapide possible, bien entendu. Et puis, bien sûr, dès la reprise et l'ouverture de cette phase d'après-confinement, nous allons très très rapidement reprendre notre activité normale, peut-être même avec des plans de charge plus élevés que d'habitude, pour pouvoir répondre à une demande qui serait plus élevée que celle qui existait même avant la période de confinement. Allez, je vous propose de clore ce petit tour d'horizon en revenant dans l'Aube chez Festilight. Didier Maroyer nous fait part de sa vision d'une reprise qui risque, selon lui, de prendre du temps. Alors, je dirais qu'on a une chance au sein de Festilight, c'est que le gros de notre activité se situe plutôt sur la fin d'année, puisqu'on fait une très grosse partie de notre chiffre d'affaires sur la partie Noël. Par contre, tous les préparatifs vont avoir pris beaucoup de retard, malgré les efforts faits par mes équipes. On est en train de sortir nos catalogues, mais on n'a personne à qui les envoyer. Aujourd'hui, nos clients, qui sont les mairies, n'ont pas encore constitué les conseils municipaux. Les grossistes électriques travaillent au ralenti. Les magasins sont fermés. Donc, tout le travail qui se fait habituellement à cette époque va être retardé. Les commandes ne seront pas faites rapidement et on va avoir effectivement un retard absolument important et qui sera difficile d'absorber sur une période d'activité beaucoup plus courte que d'habitude. Après la sortie vraiment de la crise, je ne l'imagine pas aussi rapide que certains veulent laisser entendre. Il va falloir redémarrer la machine économique et ça va être long. On a besoin de fournisseurs sur de la logistique, sur de l'emballage, sur du conditionnement de produits, on a besoin de passer des tests dans des laboratoires, etc. Tout cela aujourd'hui est arrêté et le temps de redémarrer toute la machine et que toutes les appros se fassent en chaîne et en cascade dans toutes les entreprises, ça risque d'être beaucoup plus long que ce que l'on imagine. Dans cette période difficile, bon nombre d'entreprises du Grand Est font preuve d'une grande solidarité, une solidarité économique ou logistique vis-à-vis de leurs clients ou de leurs fournisseurs, une solidarité également citoyenne avec par exemple la fourniture gracieuse de masques ou de gel hydroalcoolique à ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons choisi 3 illustrations de cette solidarité. Voici le premier dans les Vosges avec la confection de masques grâce à la mobilisation d'entreprises textiles, notamment Berjac à Dogneville. Un reportage signé Thierry Lasson pour Via Vosges.
Face à la pénurie de masques et au désarroi des personnels de santé, certaines entreprises textiles vosgiennes se mobilisent. C'est le cas de la société Berjac à Dogneuville, spécialisée dans le vêtement professionnel et qui a bouleversé sa ligne de production pour se consacrer à la confection de masques de protection en tissu, dits anti-gouttelettes. Tout est parti en fait d'un reportage télévisé. On voit un pauvre Italien rentrer dans une pharmacie désespéré pour trouver des masques. Et la pharmacienne lui dit « j'en ai plus depuis longtemps, mais il y a un petit atelier là-bas qui fait des masques en tissu, allez voir ». Je me suis un peu renseignée sur Internet pour savoir qu'est-ce qu'il fallait comme matière. Du coton, j'en avais, du molleton, j'en avais, de l'élastique, j'en avais, donc bingo. 2 prototypes ont été réalisés et 2 grands établissements hospitaliers, ceux de Nanterre et de Grenoble, se sont dit intéressés, ce dernier apportant même de précieux conseils dans la fabrication. Et c'est ce prototype qui a d'ailleurs retenu toute l'attention de la préfecture des Vosges. On a été réquisitionné par la préfecture jeudi dernier et on a eu l'autorisation de délivrer des masques vendredi soir vers 16h pour des organismes, donc les EHPAD, l'ADMR, les mairies qui accueillent les enfants des soignants et a priori aussi les pompes funèbres. Quant au tissu, il est également vosgien. On l'a commandé au tissu Gisèle en fait, qui nous a livré les premières parties. Et ensuite, le drap français nous a fait don de tissu pour qu'on puisse le découper et pour eux et pour nous, pour mettre des kits à disposition des couturières amatrices entre guillemets, pour fournir des kits gratuitement. Alors, par le drap français sur le territoire de la Bresse et nous sur le territoire un peu plus aux alentours d'Épinal. Pour éviter toute tentative de vol, Berjac travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie des Vosges. Avec Garnier-Thiebaut et Blanc des Vosges à Gérardmer et le tissage de la Courbe à la Bresse, ce sont donc 5 entreprises labellisées Vosges Terre Textile qui se mobilisent. 1000 masques environ sortent chaque jour de cet atelier où 19 personnes travaillent, dont certaines pourtant déjà en retraite. Deuxième exemple de cette solidarité citoyenne avec la fabrication de gel hydroalcoolique par les laboratoires Lenning. Stéphane Lenning nous en explique les raisons et les modalités. Dès l'annonce du président de la République le 16 mars dernier, nous avons immédiatement pris la mesure de cette situation inédite et particulière. Et malheureusement, les jours qui ont suivi nous ont donné raison, puisque les hôpitaux du Grand Est, notamment en premier lieu, ont été très rapidement saturés. Donc nous avons, dans les heures qui suivaient l'annonce du président, décidé de soutenir l'effort de tous ces personnels de santé qui donnent le meilleur d'eux-mêmes tous les jours, et de pouvoir soutenir cette solidarité nationale qui se met en œuvre et qui continue d'ailleurs à se déployer sur l'ensemble du territoire. Il nous a paru tout à fait citoyen de pouvoir intervenir et puis soutenir ces équipes. Et nous avons pris le parti depuis maintenant 15 jours. Nous allons continuer mais de fabriquer sur nos lignes des solutions hydroalcooliques en flacons de 125 ml, de manière d'ailleurs gratuite. C'est tout à fait gracieux que ces solutions hydroalcooliques sont offertes aux centres hospitaliers, aux EHPAD, à certaines mairies, également aux sapeurs-pompiers de Moselle et à d'autres organismes qui en font la demande. Solidarité toujours, cette fois-ci économique, c'est l'exemple de Style PC qui, dès le début du confinement, a mis gracieusement à la disposition des TPE une plateforme pour opérer en télétravail. Les explications d'Amandine Lavaux, la gérante de Style PC. On le connaissait, le souci, par ailleurs, parce que nos clients, aujourd'hui, on s'est bien rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément très à même de travailler avec la partie télétravail avant le confinement. Quand le confinement a eu lieu, on s'est dit que ça va vraiment poser souci pour beaucoup de structures qui n'ont pas du tout déployé de système permettant cette réalisation. Et donc, on a beau dire faites du télétravail, si le système n'est pas mis en place, ça va être très compliqué. Donc, nous, on a eu l'idée de mettre en place notre outil gratuitement, de laisser à disposition de toutes les TPE, PME qui le souhaitaient. Donc, c'est un outil collaboratif avec du cloud, totalement en ligne, donc facile d'accès. Même si vous avez une connexion qui n'est pas très performante, une ADSL basique, on peut l'utiliser. Le but, c'est à la fois que les gens puissent utiliser cet outil, puissent partager leurs données, donc que ça soit collaboratif, mais surtout, c'est de les accompagner sur la mise en place du télétravail. Donc, jusqu'au 31 août, on fait tout ça gratuitement, parce qu'on s'est dit, le but, ce n'est pas que les 15 jours, 3 semaines, 1 mois de confinement, mais c'est aussi de les accompagner dans la mise en place et dans la sortie. Et que derrière, ça devienne même un usage, que le télétravail, sorti de cette période, puisse continuer à être utilisé.
Donc, on a installé ça et aujourd'hui, on a quand même pas mal de demandes d'entreprises qui n'étaient pas du tout prêtes à faire du télétravail et qui aujourd'hui s'y sont mises et sont heureuses d'utiliser ce type d'outils. Allez, pour terminer cette émission, je vous propose de revenir à Troyes, dans l'Aube, avec Didier Maroyer, le président de Festilight. Nous lui avons demandé comment il vivait en tant que chef d'entreprise cette situation inédite à bien des égards et si cela pouvait remettre en cause sa stratégie d'entreprise. Alors effectivement, c'est inédit, je confirme. En presque 30 ans de carrière, je n'ai jamais connu ça et je pense que je ne suis pas le seul. Ça remet en cause beaucoup de choses, effectivement. Ça donne envie d'améliorer beaucoup de choses, notamment sur la digitalisation de l'entreprise et sur les possibilités de travailler à distance. Bon, là, on n'a pas le choix, donc on s'aperçoit que finalement, on est en train de faire un gros bond effectif à ce niveau et d'améliorer beaucoup de choses en infrastructure chez nous par obligation, mais c'est ce qui va rester de positif. On va vérifier aussi la mobilisation des équipes qui va être vraiment un test important pour voir le degré de mobilisation des gens, surtout à la reprise, puisque là, il ne va pas falloir passer trop de temps à réfléchir, mais il va falloir foncer et se dépêcher pour finir la saison. Et puis, c'est pour moi personnellement une expérience un peu spéciale puisque je me prépare tranquillement à une future retraite. Et quelque part, c'est un peu un test pour voir comment va se passer la retraite et comment le rythme va changer dans ma vie. Voilà, c'est très personnel comme approche, mais effectivement, c'est un des éléments qui restera marqué pour moi sur cette période actuelle. Merci Didier Maroyer, on vous souhaite bonne continuation, bon courage à vous et à toutes vos équipes. Merci Bruno, et puis bon courage à vous, bon confinement et faites très attention à vous. Faites attention à vous, c'est justement le mot de la fin de cette édition spéciale de Business, votre magazine économique régional. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro, on l'espère dans de meilleures conditions. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.